Quelques mots peut-être aussi sur l'initiative Racine, puisque c'est donc dans ce cadre-là que s'inscrit ce webinaire. Et déjà, et avant tout aussi, avant de dire quelques mots sur l'initiative Racine, je tiens à remercier également Amélia Chahine, donc, qui est chef de projet chez Racine, qui s'occupe donc de la mise en œuvre de ce projet, qui est à la manœuvre là pour vous lancer le sondage, qui est à la manœuvre sur l'organisation. Donc, je tiens à la remercier à la fois pour la préparation, l'organisation, la supervision de ce webinaire. Et donc, ce webinaire, comme je l'indiquais, il est organisé dans le cadre de l'initiative collective Racine. Alors, pour celles et ceux qui s'inscriraient pour la première fois ou qui ne connaîtraient pas encore l'initiative Racine, sachez que c'est une initiative qui est portée par un groupe d'acteurs d'horizons complémentaires et qui ont en commun une volonté, c'est la volonté de faire évoluer leurs propres pratiques ainsi que celles du secteur de l'innovation sociale pour mieux financer à la fois l'approche et le changement systémique. Plusieurs membres donc sont à l'initiative de ce collectif. Il y a donc Ashoka, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Entreprendre et Plus, la Fondation Entreprendre, l'ESSEC, la Fondation de France, Porticus et Ticket for Change. Il y a trois grands volets qui vont caractériser cette initiative Racine. Le premier grand volet, c'est un volet de sensibilisation. Et vous êtes aujourd'hui au cœur d'une des démarches de ce volet de sensibilisation, puisqu'il donc il s'agit d'organiser des webinaires. Mais il y a d'autres initiatives de sensibilisation. Le collectif Racine est notamment porteur d'un appel pour une transformation des pratiques philanthropiques autour de trois principes sur la capacité à construire une relation de confiance mutuelle, à redéfinir des règles de coopération et à agir en système. Si cette démarche vous intéresse, sachez qu'il y a un appel qui est disponible, l'appel Racine, donc pour une transformation des pratiques philanthropiques, qui va peut-être vous être remis à un moment donné dans le chat. Et donc, vous pouvez rejoindre cet appel-là et rejoindre ces grands principes. Donc, trois grands volets d'action pour l'initiative Racine, la sensibilisation, je viens de le préciser. Un autre volet qui va être de produire et soutenir la recherche. L'initiative Racine va notamment conduire des études quantitatives avec l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France et elle travaille aussi sur des approches qualitatives avec l'ESSEC. Et l'initiative Racine soutient également les travaux de Cyril Tassard sur la question de l'approche systémique à destination des porteurs de projets associatifs. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez taper anti-guide de l'approche systémique et vous y aurez accès sur Internet. C'est assez complet et beaucoup d'informations très utiles. Enfin, dernier volet d'action de l'initiative Racine, un volet de formation avec un parcours philanthropie systémique qui est à la fois donc est destiné aux professionnels et aux administrateurs de fonds et fondations. Une première promotion a permis de réunir 19 participants et 13 organisations, et une nouvelle promotion de 13 participants et participantes a démarré cette année. Enfin, si tout cela vous intéresse, si vous aviez envie d'en savoir plus, bien évidemment, vous pouvez aller vers le site internet de l'initiative Racine, ainsi que suivre la page LinkedIn qui vous permettra de suivre l'ensemble des actualités. Avant de démarrer notre discussion de ce jour, donc sur le thème des coopérations, on va partager les résultats de votre sondage. Alors, je crois qu'il est encore en cours. Et normalement, les résultats vont s'afficher. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait le partage, je pense qu'il y a un problème, petit problème technique, mais pas de souci, je vais prendre le relais du coup. Bastien, juste pour vous présenter peut-être les réponses au sondage. Alors, aujourd'hui avec nous, le type d'organisation qui est le plus présente qui sont le plus présents sont les fonds et fondations philanthropiques à 48%, suivis des porteurs et porteuses de projets qui représentent 30% de l'auditorat. Et on a quand même aujourd'hui 15% de conseils auprès d'associations et d'acteurs et actrices de l'ESS. Ensuite, sur une échelle de 1 à 4, vous êtes plutôt familier avec la notion de changement systémique. Donc, c'est vraiment sympa de savoir que plus de 50% des participants ici ont, ont une appétence avec cette notion. Et ensuite, je vois que 65% ont déjà participé
un webinaire Racine, donc welcome back et bienvenue aux 35 autres nouveaux. Merci beaucoup. Et merci Amélia. Eh ben, sans plus tarder, je vous propose que nous démarrions notre discussion. Et donc, je renouvelle mes remerciements à Charles Clodo et à Marcel Ascaron. Et donc, quelques mots d'introduction. On peut redire que notre thème aujourd'hui, c'est la question des coopérations. On va s'intéresser donc à comment soutenir ces coopérations dans des contextes fragiles et complexes. Alors, on va avoir plusieurs séquences. L'idée aujourd'hui, ça va être de pouvoir s'intéresser déjà un petit peu, comprendre ce que c'est la notion de coopération, qu'est-ce qui en fait la spécificité, parce que la coopération, parfois, on peut la confondre avec le partenariat, la collaboration. On n'en proposera pas une définition figée, mais en tout cas, on cherchera à en cerner ce qui en fait les spécificités. On va aussi s'intéresser justement à comprendre comment ça fonctionne les coopérations, comment ça naît, comment ça s'entretient, comment ça vit au quotidien de façon très concrète. Vraiment, on va essayer de comprendre un peu ce que j'ai envie d'appeler le cycle de vie d'une coopération. Et puis, on va s'intéresser aussi à comment on vient les soutenir, parce que les coopérations sont des choses parfois fragiles. C'est une manière d'aborder aussi la complexité, et ça va appeler des modes de soutien, d'accompagnement spécifiques, des postures adaptées, propres à ces démarches en coopération. Et puis, ça va aussi appeler des modes de financement spécifiques. On verra que ça suppose un peu des changements de regard, des changements même de culture dans la façon de venir soutenir des démarches collectives. Et donc, Marcella, Charles, tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci d'accepter de venir partager votre expérience sur ces sujets. Et pour ouvrir cette discussion, alors déjà, on va évidemment vous inviter à vous présenter. Mais moi, j'aime bien en général aussi, même quand on anime des webinaires ou des séminaires ou des ateliers sur les questions de coopération, ben, venir inviter les personnes à se présenter à travers leur vision de la coopération. Et donc, je vais ouvrir ce webinaire de la même façon. Je vais venir vous inviter à vous présenter, présenter évidemment aussi vos projets, votre structure, et puis au travers de cette présentation, nous faire part de votre vision de la coopération et de ce qui va en faire la spécificité, notamment par rapport aussi à d'autres formes de travail en partenariat. Et donc Charles, je vous propose de commencer sur cette question. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que Remontons la Roya? Et puis, quelle vision de la coopération vous portez à travers vos différentes démarches? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis le Charles Clodo, le cofondateur de l'association Remontons la Roya, qui est née, en fait, qui est née après une catastrophe naturelle, la tempête Alex. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la Roya, c'est une vallée qui est à l'extrême est des Alpes-Maritimes et qui confine avec l'Italie, qui commence à près de 3 000 mètres d'altitude et qui se termine dans la Méditerranée. C'est une vallée aussi qui est franco-italienne, une partie est française et l'autre, la partie inférieure de la Roya, est italienne. Remontons la Roya et la coopération. L'idée de coopération, elle a émergé au fur et à mesure de nos réflexions. L'objectif de Remontons la Roya était d'associer les habitants de la vallée au processus de reconstruction après la tempête qui avait tout détruit, les infrastructures routières, les réseaux d'alimentation en eau, d'électricité, etc. Il y avait devant nous un énorme chantier qui se profilait. Et donc l'idée, c'était d'associer les habitants à la réflexion sur la reconstruction par des ateliers thématiques. Et de ces ateliers sont sortis des projets concrets. Et donc, comme on avait les compétences de le faire dans l'association, on a proposé d'accompagner ces projets, de les structurer, de rapprocher les gens qui avaient les mêmes projets pour qu'ils ne soient pas en concurrence. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de réfléchir sur la coopération de manière à pérenniser un élan et une dynamique qui est née après la tempête, avec la volonté de beaucoup d'habitants de se retrousser les manches pour se lancer dans des projets de transformation sociale, économique, avec la préoccupation de l'environnement, et de faire quelque chose qui soit en accord avec le vivant dans l'agriculture et dans d'autres domaines.
Et donc, cette idée de la coopération, on l'a peu à peu découverte, on s'est aussi formé à ce concept qui effectivement est une idée qui est évolutive et qu'il faut surtout pas figer. Il y a des tas d'approches et de définitions de ce qu'est la coopération, en particulier dans les sciences humaines. Et en fait, bon, la définition que nous, on essaye de suivre et d'appliquer, c'est en fait par rapport justement à la collaboration ou à d'autres formes de travail en commun, la coopération va plus loin. Elle suppose un changement de positionnement, des valeurs difficiles, des valeurs qui ne sont pas évidentes à défendre et à suivre et à appliquer. C'est parce que bon, on est plutôt formé de par notre système scolaire, etc., à la compétition. Et, la coopération, c'est tout à fait autre chose, hein. C'est quelque chose déjà qui n'est pas ponctuel ou conjoncturel, c'est plutôt une attitude d'esprit, un réflexe, un état d'esprit, je voulais dire. Il y a des réflexes coopératifs à adopter où chaque individu ou chaque structure se perçoit dans un système où il y a d'autres intervenants en essayant d'irriguer, d'apprendre les uns des autres. Et c'est vraiment une démarche qui est longue et qui demande du temps. La coopération demande vraiment de ralentir. Donc l'objectif là pour l'association qui est appuyée par la Fondation de France pour faire ce travail, c'est de créer une structure de coopération. Alors sous quelle forme, on ne sait pas encore, on réfléchit, c'est quelque chose qui est co-construit avec les autres acteurs et sur lequel on en est au stade de débutant, on va dire, après 3 ans d'exercice. Ben, je vous en dirai plus plus tard. Merci Charles, effectivement, pour ce premier partage. Enfin, plusieurs points saillants déjà qui ressortent quand même de ce que vous dites. À la fois le côté évolutif de cette approche de la coopération, ce qui vient nous dire aussi que la coopération, bon, ça peut être un ensemble de références, ça peut renvoyer à un certain nombre de définitions propres aux sciences humaines, mais c'est aussi un ensemble de pratiques. Et ça, on aura l'occasion de continuer à tirer ce fil, de savoir un petit peu comment la coopération s'appréhende par un ensemble de pratiques. Et puis, vous avez évoqué aussi l'importance de la posture, l'état d'esprit, du coup, de l'inscription dans le temps. Et là aussi, je pense que c'est un autre fil rouge qu'on va pouvoir tirer, c'est en quoi la coopération, c'est un véritable, pour dire un peu un gros mot, un changement de paradigme. En tout cas, c'est une autre approche culturelle, une autre approche par rapport à la démarche de gestion de projet, d'animation de projet. Et là aussi, c'est un autre fil qu'on va pouvoir continuer à tirer tout au long de cette discussion. Marcella, vous êtes déléguée générale de la Fondation Massif. Alors, je pense que la Massif, tout le monde connaît, peut-être que tout le monde connaît moins la Fondation Massif. Et donc, bah, même question, hein, je vais vous inviter à vous présenter, venir présenter la Fondation Massif et venir nous dire un petit peu bah, quelle est votre vision de la coopération, la vision de la coopération que vous portez actuellement au sein de la Fondation Massif, puisque vous avez quand même, je crois, placé cette question de la coopération aujourd'hui au cœur de votre nouveau quinquennat. Oui, merci. Bonjour à tous. En effet, la Fondation Massif, c'est une fondation qui existe depuis 32 ans, donc qui commence à être ancienne, hein, fondation d'entreprise créée par un grand acteur mutualiste et qui soutient l'innovation sociale. Alors peut-être pour vous expliquer aussi notre posture, on est présent dans toutes les régions françaises, donc on a des soutiens nationaux, mais on a aussi des soutiens locaux avec des représentations de la Fondation dans chaque région française, ce qui nous permet vraiment d'être au plus près des associations qu'on accompagne et d'être au plus près aussi des réalités des habitants. On soutient des projets sur des domaines en lien avec la Massif qui sont la mobilité, l'habitat, la santé et la finance solidaire.
Et comme toute fondation d'entreprise, on se pose tous les 5 ans la question de notre stratégie. C'était le cas en 2023 pour une période pour nous qui va de 2024 à 2028. Et la question de la stratégie, c'était de se dire, bon, ben, on remet tout à plat, sur quoi on va travailler. Ce qui en est ressorti, ce qui est ressorti de travaux très larges, hein, on est dans le monde mutualiste, c'était de se dire, on va travailler sur la question de la transition écologique, mais la transition écologique juste, comment on allie transition écologique et justice sociale. Ça nous paraissait évident d'intervenir sur ces questions-là par rapport à notre positionnement. On s'est posé aussi la question de nos méthodes d'intervention, de se dire en tant que financeur, on a des responsabilités, pas seulement sur qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on accompagne, mais comment on le fait, parce que nos façons de financer ont des impacts bien sûr sur les projets qu'on accompagne. Et on en reparlera plus tard, mais par rapport à plusieurs expériences que nous y avions eues, nous nous sommes dit, OK, on accompagne à peu près chaque année 150 projets, 150 associations France entière. Très bien. On fait beaucoup de mise en relation entre ces associations, que ce soit entre elles, avec des financeurs autres, avec d'autres acteurs. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on peut aller au-delà? Et ce qui est ressorti, c'est de se dire, on a peut-être un rôle à jouer, notamment sur les territoires où nous sommes présents, dans les régions en fait, pour faire travailler des acteurs entre eux, ou alors s'ils le font déjà, pour soutenir ce travail. Parce qu'on se rend compte que les associations qui coopèrent ne sont pas, en fait, le font en plus de leur travail de base, en fait. C'est un travail additionnel et elles n'ont pas forcément des moyens additionnels pour ça. Donc, nous, notre pari, c'était de se dire, enfin, c'est de se dire, puisque c'est actuel, on est en train de démarrer, on va accompagner des coopérations, forcément pas toutes les coopérations, de façon expérimentale. Donc, nous sommes présents dans, en fait, c'est notre découpage, mais dans 10 représentations, 10 territoires français, en fait, qui correspondent aux régions françaises à quelque chose près. Eh bien, on se fait le pari de se dire, on va peut-être composer, accompagner, participer à une coopération par région et donc accompagner 10 coopérations. D'où cette démarche qui démarre cette année, hein. On vient de décider, en fait, la semaine dernière, du soutien à la première coopération en région Occitanie, en l'occurrence. Alors, pour nous, qu'est-ce que c'est que la coopération? Alors, on est un acteur de l'intérêt général en tant que fondation, hein, et pour nous, justement, c'est de se dire que une coopération, ça va au-delà des entités, pardon, des entités qui la composent. Ça va au-delà de leur impact. C'est comment on peut avoir ensemble avoir un territoire, enfin un terrain d'action qui soit territorial, thématique ou autre, plus large, et aller au-delà des intérêts de chaque entité, en fait. C'est assez simple, mais finalement, c'est très vrai. C'est aussi, moi je reprends ce que disait Charles, hein, c'est aussi une question de temps. Donc, nous, on veut se positionner sur un temps relativement long. Alors, le relativement, il est dû à notre fonctionnement de fondation d'entreprise où on ne peut pas s'engager au-delà de notre quinquennat, mais on s'engage jusqu'à la fin de notre quinquennat en 2028 sur ces coopérations. Et on se dit qu'on veut construire justement ce lien entre acteurs, enfin on veut le co-construire, que les acteurs le construisent entre eux et avec nous. Et en fait, on décide aussi de participer, nous, à ces coopérations, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus en soutenir plus qu'une ou deux maximum par région, puisqu'il faut que nous ayons ce temps et nous puissions avoir cet investissement dans les coopérations. Peut-être rajouter une chose, c'est qu'une coopération, c'est vivant. Donc, c'est amené à évoluer, que ce soit en matière de composition, de thématique, de méthode. En fait, c'est une discussion, une négociation permanente entre les membres et ce n'est pas figé. C'est ça qui est intéressant, je pense, dans les coopérations. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas Merci. dit, pardon, excusez-moi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'est-ce que nous apportons. Donc, nous apportons une participation donc humaine à ces coopérations, mais aussi un financement du temps, de l'ingénierie de la coopération. Et on trouve que c'est important de prendre en compte financièrement aussi cet investissement-là. Voilà. Merci Marcella pour ce partage également. Donc on retrouve bien encore quelques lignes de force hein, qui se tissent à travers déjà vos deux premières présentations sur à la fois l'importance du temps. Ça revient souvent et c'est quand même très en phase d'ailleurs aussi avec la notion d'approche systémique, hein, cette importance d'appréhender les choses dans leur complexité, et donc de se donner le temps
donner le temps du fait que la coopération est une matière vivante, donc donner le temps du dialogue, donner le temps de l'échange, donner le temps de comprendre les enjeux. On va pouvoir un petit peu reparler de tout ça. Vous avez aussi évoqué, enfin, je trouve de façon intéressante, et ça, je sais que c'est quelque chose sur quoi on va revenir plutôt en fin de session, sur le fait que la coopération, c'est d'une certaine façon un travail additionnel. Mais en disant ça, on vient aussi peut-être pointer ce qui n'est pas toujours conscientisé, que c'est un véritable travail aussi que la coopération. Que la coopération en tant que telle, c'est voilà, c'est quelque chose qui doit s'animer, qui doit être porté, qui va reposer aussi sur des compétences, des modes d'accompagnement spécifiques. Et ça, je pense que c'est aussi un autre fil qu'on va pouvoir continuer à tirer et sur lequel on mettra l'accent notamment lors de notre dernière séquence. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est important aussi de venir mettre en avant votre rôle de financeur dans ces démarches-là et on aura l'occasion d'y revenir. Je fais une petite incise technique. Je vois, enfin, pour rappeler aux participantes et participants que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez, alors, nous sommes en mode webinaire, donc les caméras, vous n'avez pas de caméra ouverte ni de micro ouvert, mais vous avez la possibilité d'interagir donc via la section Q&R, enfin Q et R, donc comme questions et réponses de Zoom. Dans votre barre de menu, vous avez la petite bulle avec un point d'interrogation. N'hésitez pas à faire remonter des questions, remarques, interrogations, témoignages complémentaires pour venir un petit peu enrichir les échanges que nous pouvons avoir. Et on se donnera un temps, une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour aussi justement traiter les questions que vous pouvez nous remonter. Voilà. Je suis permis de. Voilà, je vois que du coup, quelqu'un vient de se saisir de ce sujet. Donc voilà, je garde les questions par contre pour la fin, mais en tout cas, je vous invite à poursuivre, à venir vous saisir de cet espace. Et donc, je vais rebondir pour ouvrir une nouvelle séquence de notre échange sur ce qu'a dit Marcella, sur la question de la coopération, qui est une matière vivante. C'est très important de venir dire ça. La coopération, c'est une matière vivante. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va naître aussi dans un contexte particulier. Elle va naître dans des situations particulières. On le voit d'ailleurs qu'elle peut naître dans des situations de fragilité, en tout cas d'urgence, de difficulté. Remontons à la Roya est née dans le contexte de la tempête Alex qui, pour rappel, avait donc frappé la vallée de la Roya en 2020, qui avait été une catastrophe naturelle vraiment terrible. Donc, on voit que la coopération, c'est une matière vivante, et donc c'est important déjà d'essayer de comprendre quelle est l'étincelle qui l'a fait naître, à quel moment elle émerge, à quel moment elle apparaît. Et on observe, quand on regarde un petit peu les démarches de coopération, que celles-ci peuvent naître vraiment de multiples façons. Donc, parfois, une coopération, elle peut émerger dans une situation d'urgence, on a pu l'évoquer et on va pouvoir revenir peut-être là-dessus aussi à travers l'exemple de Remonton-la-Roya. Elle peut naître aussi par une volonté de prolonger, de formaliser des liens forts entre acteurs. Il est intéressant souvent de se rendre compte que la coopération, c'est parfois quelque chose de latent, quelque chose qui demande à être simplement révélé, à être mis en lumière, mais qu'il y a déjà ces liens qui existent et qu'en fait le travail, puisqu'on l'a bien vu, la coopération, c'est un travail à part entière. Le travail de coopération est justement ce travail qui va consister à entretenir et nourrir ces liens. Parfois, la coopération, elle peut aussi émerger sur le fait de vouloir identifier, apercevoir le besoin émergent d'un territoire, mais aussi de vouloir le faire justement dans une logique un petit peu systémique, puisque vous êtes plusieurs à être familier comme de cette notion d'approche systémique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment sur un territoire les problématiques émergent dans des écosystèmes d'acteurs, pardon, et dans les liens qui se nouent entre eux. Charles a fait référence notamment à cette question de la coopération impose, amène en tout cas à avoir son territoire comme système. Donc, quelques questions un petit peu directrices pour ouvrir une nouvelle phase de notre réflexion sur vraiment qu'est-ce qui fait l'étincelle, qu'est-ce qui fait démarrer une coopération, quels sont les facteurs qui vont favoriser l'impulsion d'une coopération. Et puis, au-delà de ça, parce qu'une fois qu'on a l'étincelle, il y a aussi vraiment l'idée de commencer à en poser les bases dans ce travail de coopération, d'en poser les fondements. On voit que ça peut demander du temps, il faut accepter ce temps long, mais donc, voilà, au-delà de l'intention initiale, comment est-ce qu'on va pouvoir commencer à mettre en place une coopération? Et pour amorcer cette réflexion, je me tourne à nouveau vers vous, Marcella. Je trouve assez intéressant de voir qu'au niveau de la Fondation Massif, il y a vraiment l'inscription de ce soutien en coopération comme étant au cœur du nouveau projet quinquennal. Qu'est-ce qui vous a encouragé à aller dans ce sens-là? Parce que ça va pas forcément de soi encore pour les financeurs de soutenir ces démarches vivantes sur du temps long. Est-ce que c'est relatif à des choses que vous avez pu observer sur des précédentes phases? Qu'est-ce que vous avez pu, voilà, encore une fois, observer
qui vous a fait prendre ce tournant? C'est vrai que je vous rejoins tout à fait, ça va pas de soi. Et c'est pas forcément gagné puisque c'est une démarche où on accepte de perdre le contrôle de pas mal de choses en fait, hein, finalement, puisque coopérer, c'est aussi avancer à plusieurs. Alors, sur nous, notre démarche, en fait, ça a commencé de façon très empirique. On se pose souvent la question de notre intervention, de comment on peut avoir plus d'impact pour les associations qu'on soutient. Il y a quelques années, nous avons travaillé la question, enfin, et nous continuons à travailler, la question des mobilités solidaires. Et nous avons soutenu enfin, beaucoup de projets, notamment de projets territoriaux sur cette question-là. Nous voyons revenir souvent les mêmes thématiques, les mêmes dynamiques. Nous faisions pas mal de mise en relation, ce que nous faisons toujours, hein. Et nous nous sommes dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de tous les projets qu'on accompagne et qu'on va continuer à accompagner, ça, la question ne se pose même pas. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que financeur pour aller au-delà? Qu'est-ce qu'on peut créer de plus, en fait, qui soit pertinent et bien sûr utile? Donc, sur les questions des mobilités solidaires, on s'est dit, bah, on va réunir les grands acteurs enfin, des grands acteurs de la solidarité en France, hein. Euh, tout ça étant au niveau national, on va réunir ces grands acteurs autour de la question de la mobilité solidaire et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Première chose, c'est qu'on était content d'avoir réussi à les rassembler parce que ce n'était pas forcément donné. En fait, on n'était pas sûr qu'on ait la légitimité pour ça. Donc, on a se réuni Croix-Rouge, Orphelins Apprentis d'Auteuil, Territoire Zéro Chômeur de longue durée, Emmaüs et le Secours catholique. Ça, c'était une première chose. Donc, on leur a dit, écoutez, nous, on veut travailler avec vous sur la question de la mobilité solidaire, mais on ne veut pas vous imposer un cadre. On veut vous apporter, nous, peut-être quelques moyens, en tout cas moyens qui soient financiers ou humains, ce qu'on peut mettre à disposition. Mais on va travailler ensemble pour définir, enfin déjà pour se connaître, ce qui n'était pas forcément évident puisque tous ces acteurs, bien sûr, se connaissaient, mais pas forcément de façon précise en fait. Donc on va apprendre déjà à se connaître et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'on ne ferait pas chacun dans notre coin. Et ça demandait pas mal de temps, hein, pour enfin, sur cette dynamique, ça a duré à peu près 3 ans, je crois. Et on a mis peut-être 6 mois, un an, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire ensemble, hein. Ça, il faut le savoir, en nous réunissant tous les 2, 3 mois, enfin, ouais, non, mois, 2 mois à peu près. Euh, et en fait, ensemble, on a travaillé sur ce qu'on pouvait faire, ce qui pouvait aller au-delà de nos actions aux uns et aux autres. Et ce qui en était sorti, alors là, dans le cas précis, hein, c'était que le premier travail, c'était un travail, on va dire, de diagnostic, qui était un travail d'études sur les besoins de mobilité solidaire, en l'occurrence des publics accompagnés par les différentes structures. Travail très intéressant d'ailleurs qui est sur notre site si vous voulez aller le consulter. Deuxième chose, un besoin sur du plaidoyer auprès des acteurs publics puisque c'était une période de mise en place de la loi d'orientation des mobilités où les collectivités territoriales repensaient en fait la question des mobilités, mais sans toujours prendre en compte la question des mobilités solidaires. D'où l'intérêt de faire un plaidoyer commun. Enfin, tout ça pour dire que finalement, ça a été très empirique. On s'est rassemblés et moi, je dirais que le premier apprentissage qu'on a eu, c'est on a réussi à rassembler ces acteurs, à les faire travailler ensemble. Et on collectif, hein, pas on, la fondation. On a réussi à les faire travailler ensemble pendant 3 ans, en fait. Ce qui est pas mal, sachant qu'on est tous, bien sûr, avec des agendas débordés, et que c'était du travail en plus. Donc, on s'est rendu compte que c'était, en tant que fondation, on avait peut-être un rôle à jouer sur ce cadre d'échange et d'échange en fait, d'espace d'échange sans cadre préformaté où on peut construire sur un terme moyen ou un peu plus long, des réalisations communes en fait. C'est ça, je trouve qui était intéressant.
Et c'est donc enfin, ce constat, effectivement, de pouvoir nourrir des réalisations communes en entretenant un cadre d'échange qui nous a vraiment fait amorcer cette orientation quinquennale. Si je... Exactement, pardon, oui, j'ai pas fini. La logique, c'est celle-là, en fait, c'est de se dire, ces démarches, on les a menées, en fait, on les a menées sur la mobilité solidaire. Il y a eu d'autres démarches et c'est en réfléchissant sur notre quinquennat, en travaillant sur notre quinquennat où on s'est dit finalement, on peut avoir une légitimité, alors déjà une utilité, un impact et une légitimité à jouer ce rôle-là, qui est un rôle de tiers de confiance, en fait, avec des acteurs associatifs qu'on accompagne, en effet. Merci, merci pour ce témoignage. C'est intéressant déjà ça vient nourrir encore quelques remarques générales sur la coopération, hein, sur cette logique de vraiment d'être dans une démarche empirique. Et ça, je pense, c'est important de venir le souligner parce qu'on peut pas, on a commencé par les questions de définition et on peut avoir des lectures très théoriques de la coopération, mais venir rappeler que c'est avant tout une démarche empirique et dont le savoir se construit en se faisant, et j'ai envie de dire, mais surtout se co-construit à travers les différents acteurs qui le portent. C'est une caractéristique clé de ce type de démarche, puisque la coopération, et vous venez de le dire, c'est aussi un cadre d'échange avant tout, qui va ensuite permettre les réalisations communes justement par cette élaboration de savoir en commun. On va revenir sur Remontons la Roya, donc en ouverture un peu de cette réflexion sur comment on est une coopération, on mettait en avant le fait que la coopération, elle peut naître dans une situation d'urgence. C'est même d'ailleurs tenté de dire que quand il y a une situation d'urgence, une catastrophe naturelle, on a plutôt intérêt à coopérer. Il n'y a pas vraiment d'autres choix qui se présentent à nous si on veut s'en sortir. Euh, mais je trouve que ce serait intéressant déjà peut-être de revenir quand même sur ce contexte de création, donc de Remontons la Roya. Mais peut-être aussi peut-on s'interroger sur est-ce que, en fait, en réalité, cette démarche de coopération qui est née à la suite d'une catastrophe, est-ce qu'elle ne vient pas aussi prendre appui, à un moment donné, sur des choses, comme on peut le dire tout à l'heure, qui sont des choses latentes, déjà présentes dans le territoire de façon peut-être non encore exprimée, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même voilà, des ressources dans lesquelles on déjà pu puiser aussi la naissance de Remontons la Roya, au-delà de l'élan initial après la tempête? Oui, effectivement, la tempête Alex a été plutôt un révélateur de quelque chose qui est difficile à définir et qui existait avant depuis longtemps, je dirais même de manière un peu patrimoniale dans la Roya. Euh, Concrètement, hein, pour partir d'un cas concret, euh, on va juste raconter un petit récit de ce qui s'est passé après la tempête Alex dans un village, la Brigue, dans la vallée de la Roya. Donc les habitants se sont réveillés au lendemain de la tempête complètement hébétés par ce qui s'était passé. Donc tout le monde s'est rendu sur la place du village et a pu constater les dégâts de la boue partout, des carcasses de voitures qui traînaient par-ci par-là, des caves inondées. Enfin, c'était une vision apocalyptique. Et puis il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau potable, plus de réseau et plus de routes qui pouvaient relier le village au reste du monde. En fait, les habitants n'ont pas beaucoup parlé entre eux. Ils se sont regardés les uns les autres et puis sont rentrés chez eux, sont allés chercher des outils, des pelles, des balais, parfois des moyens mécaniques. Et puis ils sont revenus ensemble sur la place du village et ils ont commencé tout de suite à réparer les dégâts. Mais sans se consulter, sans que quelqu'un prenne l'initiative. Ça a été une espèce de réflexe. Et d'autres ont pris en charge les enfants du village parce qu'il y a eu une école avec 25 élèves et là, il y avait évidemment plus d'école. Donc, des adultes se sont occupés des enfants. Et notamment, comme dans le village, il y a une cinéaste, elle leur a fait tourner un film qui s'appelle Village debout, avec les interviews des gens et sur leurs réactions après la tempête. Et en fait, ce sont les habitants qui ont d'abord remis leur village en état par un travail collectif. Et pour eux, ça a été un moment de se retrouver et de retrouver le plaisir de faire ensemble, en fait. Et ce plaisir de faire ensemble, vraiment lié à cette situation d'urgence, ils ont voulu le prolonger, c'est-à-dire qu'une fois que le village a été nettoyé,
sont dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement bien d'avoir fait tout ça ensemble qu'il faut continuer, quoi. Donc, en face du village, il y a d'anciennes terrasses de culture qui étaient en friche. Et ils se sont dit, bon, ben, on va aller nettoyer les terrasses. Et c'était des terrasses viticoles. Et on va essayer de monter un projet de viticulture qui associe tout le monde et qui va au-delà de l'idée de faire du vin à long terme, mais vraiment de travailler ensemble. C'était ça qui les motivait, ça donnait une espèce de sens à ce travail collectif. Donc, la tempête qui a servi de catalyseur, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y avait un terreau favorable à la coopération, alors il faudrait faire travailler des anthropologues là-dessus, qui est lié à l'histoire. On est dans un territoire difficile, contraignant, les catastrophes naturelles, malheureusement, sont de plus en plus fréquentes. Et en fait, pour vivre ici, il faut être solidaire et travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui existe depuis le Moyen Âge, on va dire. Il y a même des institutions, c'est institutionnalisé, la coopération. Dans la tradition de chaque village, il y avait des confréries qui jouaient le rôle de s'occuper des gens qui avaient traversé, on va dire, un accident de la vie, quoi, des organismes de solidarité et puis surtout, l'habitude de gérer des communs. Les forêts, les pâturages, l'eau, les chemins, tout ça était entretenu et géré par la communauté et vraiment avec quelque chose qui ressemble de près à de la coopération. Donc il y avait un terreau favorable qui avait été un peu oublié et on voit que ce réflexe coopératif, il faut en général pas grand-chose pour le faire. Je souhaite à personne une tempête Alex, mais pour le ressusciter et pour le retrouver, en fait, surtout retrouver le plaisir de faire quelque chose ensemble. Et ce sentiment de collectif. Maintenant, beaucoup d'habitants de la vallée veulent le prolonger et continuer à coopérer, en fait. Et donc, après cette identité particulière de la vallée, elle a même été remarquée par des experts qui interviennent sur d'autres catastrophes climatiques pour analyser les réponses aux catastrophes et en tirer un retour d'expérience. Là, par exemple, c'était le groupe URD qui était dans la vallée et qui a vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de particulier dans la Roya qui avait fait que ben, les gens s'en étaient en gros pratiquement sortis tout seuls en coopérant. C'est comparé à d'autres lieux où se sont produites des catastrophes similaires. Donc en gros, il y avait déjà un terrain favorable à la coopération. Donc ça, Après, l'autre chose aussi, c'est que dans la vallée, on est très proche de l'Italie et la culture italienne a eu une influence, euh, puisque enfin, l'Italie, c'est pas un État-providence comme la France. C'est-à-dire que souvent, en Italie, les habitants, les citoyens italiens sont habitués à à s'en sortir grâce à la solidarité familiale, à la solidarité de leur quartier, la solidarité villageoise, puisque en général, du côté de l'État, il n'y a pas souvent grand-chose à attendre. Et on voit cet esprit qui aussi dans la Roya, c'est-à-dire qu'on on a l'habitude d'essayer de trouver nous-mêmes nos propres réponses à des problématiques sans attendre que ce soit l'État ou des collectivités territoriales qui viennent le faire à notre place. D'ailleurs, parfois, il y a même eu un refus de l'aide extérieure pendant la tempête. Non, non, on va s'en sortir tout seul. Et donc, même la protection civile qui s'attendait à rester dans la vallée pendant plusieurs mois, au bout de 15 jours,
la protection civile a dit, bon, ben, finalement, vous n'avez plus besoin de nous, quoi. Vous vous êtes auto-organisé et on va partir, vous n'avez pas besoin de nous. On est là avec nos hélicos, etc. Mais bon, vous nous consultez pas et vous êtes arrivé à vous auto-organiser. Moi, Euh, ouais, voilà. enfin, peut-être une dernière chose, un dernier point que vous vouliez partager. Je vais pouvoir enchaîner sur d'autres questions. Euh, Oui, bah, après, on va dire que comme tout territoire rural isolé, il y a quand même un diagnostic, c'est la fragmentation des initiatives, la fragmentation du territoire qui est physique entre les villages, à l'intérieur des villages, entre des groupes d'habitants qui se côtoient sans trop se rencontrer. Et la coopération, ça peut aussi être un remède à cette fragmentation, puisqu'on a vu qu'il suffisait de pas grand-chose pour que les gens se rapprochent, en fait. Bah, merci, effectivement. Moi, enfin, j'entends plein de choses très intéressantes à travers vos deux témoignages. Et des choses qui concordent. Enfin, d'un côté, Marcella, vous avez pointé l'importance de faire vivre un cadre qui va permettre de faire émerger des dynamiques, mais donc du coup, il y a cette idée de bien entretenir des liens, de faire vivre du lien. Et Charles, vous avez pointé que finalement, voilà, cette catastrophe, elle a été avant tout un catalyseur et qu'en réalité, la coopération, elle s'ancre dans une histoire, elle s'ancre dans des liens existants, elle s'ancre dans un terreau favorable. Et ça vient pointer en fait cette idée que la coopération, alors oui, c'est un mode de faire, c'est une démarche, mais c'est aussi une culture et c'est quelque chose en réalité qui est déjà présent, qui demande à être, on l'a déjà pu l'évoquer, hein, qui demande à être révélé et accompagné et qui demande finalement à ce qu'on la fasse vivre concrètement. Ça permet d'un peu de situer aussi ce travail de la coopération que vous évoquiez, Marcella. Finalement, si on essaye un peu d'affiner notre lecture de ce que c'est ce travail d'animation de coopération, en réalité, c'est un travail à la fois qui va consister peut-être à révéler la richesse qui réside dans les liens entre les personnes, on peut dire dans des systèmes et des jeux d'acteurs, mais c'est aussi un travail, du coup ça c'est ce que vous venez de dire, Charles, qui va consister à relier, à contrer la fragmentation et à faire vivre vraiment voilà, des choses, à faire vivre du projet par cette capacité à mettre en lien. Et je trouve intéressant, alors ça soulève un certain nombre de questions quand même, ce que vous dites là, c'est que la coopération, on l'a dit plusieurs fois, c'est du temps long. C'est entretenir des liens entre les personnes et parfois c'est accepter qu'on entretienne ces liens sans que ça génère du résultat tout de suite, mais parce qu'on sait qu'en fait derrière ça va produire des choses et que notamment bah, ça crée une capacité de résilience, ou on peut aussi parfois parler de robustesse, je ne vais pas rentrer dans les détails des termes, mais en tout cas ça crée une capacité à répondre à des situations difficiles et cette richesse qu'on entretient dans la coopération, elle vient favoriser l'émergence de dynamiques bénéfiques au territoire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un travail de fond, qui est un travail patient, qui est un travail qui prend du temps, qui ne va pas toujours produire des résultats tangibles, tout de suite en tout cas. Mais on peut se dire qu'il y a quand même aussi un paradoxe peut-être possible, c'est que si on voit bien que la coopération, c'est aussi du travail, c'est de l'empirique, c'est du faire, et qu'à un moment donné, si on n'est pas en capacité à avoir des choses, des résultats, peut-être qu'on risque de créer du découragement. Et je trouve que là, si on se pose la question de comment on fait vivre une coopération dans la durée, comment on l'inscrit dans le temps, il y a un enjeu d'équilibre en réalité à trouver entre se donner du temps pour entretenir le lien en tant que tel, mais aussi quand même aller chercher bah, des résultats, d'assumer de chercher des résultats, d'assumer de produire des choses un petit peu tangibles. Comment vous réagissez du coup un peu à dans la façon dont vous allez faire vivre des coopérations à cette recherche d'équilibre? Je me tourne peut-être d'abord vers vous, Marcella, sur ce sujet. Peut-être que d'ailleurs, puisque vous évoquez, et ça remonte dans les questions, un projet là que vous venez de retenir, est-ce que vous pouvez peut-être du coup aussi évoquer ce projet-là? Très bien. Oui, alors peut-être pour nous, une coopération. Alors déjà, les démarches qu'on souhaite accompagner, hein, tout ça démarre, hein, faut vous le dire, de notre côté, on a des expériences précédentes, mais dans cette dynamique, ça démarre. Les projets qu'on souhaite accompagner, les coopérations, c'est une démarche expérimentale. Donc, on va faire ensemble. Ça, il faut le dire, hein, on n'a pas un cadre déjà déterminé. Par contre, en échangeant avec les différents acteurs de la Fondation, avec nos partenaires, avec le labo de l'ESS aussi qui nous accompagne dans cette dynamique, il nous semble qu'il y a quand même des éléments
qui sont importants. La coopération, c'est vrai qu'il n'y a pas un cadre complètement formel, mais en même temps, ce n'est pas des amis qui se rencontrent pour discuter le soir autour d'un verre. Il y a vraiment, en fait, déjà une importance de l'interconnaissance des différents acteurs. Ça c'est important et ça prend du temps, il faut le savoir. Il y a aussi, pour nous, il nous semble, et ça nous, on le met en fait dans nos exigences, enfin, si on peut parler d'exigences, c'est une importance de définir la raison d'être de la coopération. On ne coopère pas seulement pour coopérer, il y a une raison d'être. Une raison d'être, ce n'est pas un projet opérationnel, hein, mais c'est vraiment ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous séparer, mais il y a des choses qui nous unissent. Et qu'est-ce qui nous unit? Si vous me parliez de cette coopération qu'on va commencer, à laquelle on va participer en Occitanie, où on commence à participer. C'est en fait autour de Toulouse, quartier politique de la ville. Il y a différents quartiers politiques de la ville autour de Toulouse, le Grand Mirail. Il y a pas mal d'acteurs de la politique de la ville, hein, qui de toute façon existent déjà et qui interviennent justement sur le vivre ensemble. Et alors, ce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais notre orientation actuelle, c'est la transition écologique juste, si je vous l'avais dit. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que autour de ces quartiers politiques de la ville, autour de ces démarches de vivre ensemble dans ces quartiers, on peut travailler la question de la transition écologique et de la transition écologique avec et pour les habitants. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, coopération, c'est au service d'eux et en général les habitants d'un territoire. Peut-être un autre exemple de coopération, alors qui démarre chez nous, mais où on n'a pas encore pris la décision parce qu'il y a tout un temps préalable, c'est en région PACA. On a plusieurs organismes qui sont des accompagnateurs de l'ESS, hein, je le dis de façon très large, avec France Active, d'autres intermèdes, je crois. J'ai oublié une autre structure qui travaille sur la question de la transition écologique, et donc la Fondation Massif. Les 4 structures se sont réunies régulièrement, justement pour savoir comment elles allaient travailler ensemble. Et une chose qui est très importante, c'est la question de l'animation, hein. Bastien, vous l'avez dit, une coopération, ça ne vit pas tout seul, il faut l'animer. L'animer, ça peut être le rôle de tous les acteurs, ça peut être le rôle d'un acteur, ça peut être un rôle tournant. Là, en l'occurrence, les 4 acteurs ont décidé d'animer chacun cette coopération pendant une année et de tourner en fait entre eux. Mais ce sont eux, chacun un tour de rôle, qui prennent cette responsabilité de l'animation et de l'organisation donc de cette coopération. Ils ont souhaité, mais là c'est leur souhait, hein, bâtir une sorte de charte de la coopération entre eux. Voilà. Alors, c'est pas le cas, hein, pour avoir échangé avec nos partenaires du labo de l'ESS, c'est pas forcément le cas, hein. C'est pas forcément tout n'est pas forcément écrit. Mais là, ils ont souhaité écrire en fait à la fois et leur raison d'être et on va dire leurs modalités de fonctionnement, même si elles sont très larges. Parce que ça leur permet aussi de s'engager dans le temps. Peut-être autre chose sur la vie de la coopération qui me semble important, c'est que la coopération, c'est aussi une histoire humaine. C'est une histoire de structure, en fait, d'association, mais c'est aussi une histoire humaine. Donc ça, c'est important peut-être à avoir en tête, c'est de se dire que les personnes qui sont dans la coopération, elles sont aussi là en leur nom, au nom de leur organisation, bien sûr qu'elles représentent, mais en leur nom propre. Et leur engagement ne va pas être le même si une personne doit partir pour des raisons de vie. La personne qui arrivera après n'aura pas forcément le même positionnement. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, en fait. On est sur des choses qui sont assez, on va dire, assez vivantes. Et il faut le savoir. D'où l'importance d'avoir un minimum de cadre, je veux dire, même s'il n'est pas écrit, pour savoir comment on avance ensemble. Merci. Effectivement, ça vient souligner que dans ce travail de la coopération, il y a à la fois bon, la dynamique collective, le fait de pouvoir s'inscrire dans une logique de projet, mais aussi de pouvoir un peu le cadrer, en tout cas lui donner un certain nombre Ouais. de points de repère partagés qui sont des éléments un peu structurants dans cette inscription de la coopération dans la durée. Charles, si on continue à s'inscrire dans à se poser cette question d'inscription de la coopération dans la durée, je sais que notamment dans notre travail de préparation, on a beaucoup insisté sur l'importance d'avoir quand même voilà, des actions concrètes, des moments où les gens se retrouvent autour de quelque chose de tangible. Alors, dans la situation d'un lendemain d'urgence,
on voit effectivement les résultats apparaître quand on travaille ensemble. Mais est-ce que finalement aujourd'hui dans cette inscription de votre coopération dans la durée, est-ce que voilà, vous pouvez peut-être mentionner quelques actions que vous portez, quelques actions concrètes et qui vont permettre voilà, de montrer qu'on peut faire vivre cette coopération sur le territoire. Oui. Bon, en fait, d'après ce que l'on a appris, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été écrites sur la coopération, qui est en ce moment un concept qui est important, dont on discute beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est il y a quelque chose qui est assez inspirant, c'est le travail de l'Institut des territoires coopératifs, Interscope, qui a, on va dire, mis en évidence des étapes dans le processus d'apprentissage de la coopération, euh, avec au départ une coopération qu'on peut appeler fonctionnelle, et avec un objectif à la fin qui est la maturité coopérative. Entre les deux, il peut y avoir pas mal de temps qui s'écoule. Alors pour le moment, justement, pour parler de concrètement, remontons la Roya est plutôt dans la partie au début, hein, c'est-à-dire la coopération fonctionnelle. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'offrir à nos partenaires et à notre écosystème un ensemble de solutions et d'outils déjà qui leur permettent à eux de survivre et de se développer. Alors on a appelé ça la boîte à outils de la coopération. Par exemple, Remontons la Roya peut porter administrativement des projets pour d'autres structures qui n'ont pas encore les épaules de le faire. Donc Remontons la Roya reçoit les financements, fait le portage administratif et juridique du projet pour notre collectif, avec divers degrés d'intervention, soit c'est simplement justement fonctionnel, un portage administratif, soit ça peut aller plus loin avec une aide à l'accompagnement de ce projet. Alors là, un exemple, c'est un collectif dans un village qui avait la possibilité d'ouvrir un lieu d'accueil intergénérationnel au sein du village, un lieu pour faciliter les liens, pour que les gens se retrouvent, un lieu d'animation du village. Donc le financement était acquis, mais le financeur hésitait à donner cet argent et à confier à ce collectif qui venait à peine de fonder une association. Pour eux, bon, c'était pas encore assez solide et donc c'est Remontons la Roya qui a reçu le financement et qui a porté le projet en laissant évidemment les membres du collectif agir de manière complètement autonome pour la maîtrise de leur projet, leur gouvernance, etc. Donc ça peut être ça, ou alors pour d'autres projets, ça peut être un accompagnement plus proche. Euh, et une fois qu'une structure a été accompagnée, on en a accompagné pas mal dans la vallée, la coopération devient quelque chose de naturel. On apprend en marchant, en fait. Donc ça c'est l'un des outils. On peut aussi porter des postes de salariés pour des structures un peu similaires qui n'ont pas encore les épaules solides pour la fonction, l'accueil de salariés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour une association qui s'appelle le Conservatoire de la Châtaigne, une association qui veut ressusciter la filière castanéicole dans la vallée de la Roya avec des techniques d'agriculture basées, des solutions basées sur la nature, la permaculture, des choses auxquelles dans la vallée on tient beaucoup. Ça peut être l'aide pour accompagner une structure à répondre à un appel à projet. Et aussi, il y a un réflexe maintenant, c'est que quand Remontons la Roya obtient un financement ou répond à un appel à projet, il y a une règle qui fait que la moitié du financement que l'on obtient peut être
réorienter vers d'autres structures que l'on associe systématiquement au projet. Par exemple, tout projet, souvent, il y a beaucoup d'artistes dans la vallée et on lui prévoit un volet artistique ou de facilitation graphique. Ça aussi, c'est important pour la médiation et pour faire connaître le projet aux habitants. On a l'appui des artistes qui sont nombreux dans la vallée. Donc, on prévoit toujours un financement pour eux. Euh, Ensuite, il y a aussi de la formation que l'on fait avec en particulier une technique qui est très développée en Italie qui s'appelle le cooperative learning. Désolé pour l'anglicisme, mais l'apprentissage coopératif. Et enfin, pour maintenir cet élan coopératif, c'est important de le célébrer. Donc chaque année, chez nous, il y a un festival qui s'appelle le Festival des Passeurs d'Humanité. Et à l'occasion de ce festival, on consacre toujours une journée à la coopération. De manière festive, les gens se retrouvent et autour d'animations avec des ateliers d'apprentissage coopératif. Donc c'est comme ça qu'on essaie de maintenir cet élan qui est vers la coopération qui est né après la tempête Alex par beaucoup de moyens, mais surtout on va dire que pour le moment ça reste fonctionnel, alors que la coopération c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au stade d'avoir bien implanté cette culture coopérative dans la vallée et d'être tous bien d'accord sur ce dont il s'agit et comment on va le faire. Mais ça avance lentement, et ça prend du temps. Là, vraiment, la coopération, ça impose de ralentir et de prendre le temps. Après, le temps, surtout, il est important pour établir la confiance entre les acteurs de ce réseau de coopération. Voilà, parfois, les gens se demandent, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi? Pourquoi vous venez vers nous? Donc, il faut vraiment, si vous venez vers nous, c'est que vous avez un intérêt, vous aussi. Oui, bien sûr, on a un intérêt, mais l'intérêt nous dépasse aussi, quoi. C'est l'intérêt du territoire. Et vraiment, établir la confiance, ça prend du temps. Il faut la mettre à l'épreuve et que les choses soient bien claires, s'entendre sur un vocabulaire commun, lever l'implicite des choses qu'on ne dit pas forcément au début du processus et qui après ne sont pas réglées, ressortent plus tard et peuvent provoquer des tensions. Donc c'est tout un apprentissage, comme j'ai dit au début, de positionnement et de réflexe coopératif à adopter. Alors oui, bah, du coup, cette notion du temps, c'est définitivement un fil rouge, hein, on voit bien l'importance, mais ce que vous dites là dans vos témoignages, bah, à la fois redit bien l'importance dans la vision qu'on peut avoir de la coopération, d'avoir cet équilibre entre se donner le temps de construire le lien, de nourrir la confiance. Il y a cette notion de confiance là qui vient d'être mise en lumière, qui est importante, et que il faut réussir à concilier ça quand même aussi avec un côté fonctionnel, en fait, d'assumer aussi d'avoir voilà, des temps où on va quand même être dans du projet, on va être dans de la dynamique collective, on va être dans des choses qu'on peut toucher du doigt. On va trouver un intérêt. La coopération, ça suppose aussi comme que chacun puisse y retrouver son compte à un moment donné et un intérêt propre. Et ce qui ressort aussi du coup de vos deux témoignages, c'est quand même l'importance de donner un cadre. Alors quand on dit donner un cadre, ça ne veut pas dire figer les choses, ça ne veut pas dire figer les modes de fonctionnement, mais il y a quand même plusieurs choses qui ont été pointées. L'idée d'avoir une charte de coopération, l'idée de travailler à construire une vision commune en sachant révéler aussi l'implicite, l'idée d'avoir des règles sur la redistribution des modes des subventions, des financements obtenus. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont pointées dans vos témoignages sur des choses qui sont aussi très pratiques dans l'organisation du quotidien et qui sont voilà, des choses essentielles. La coopération ne peut pas l'aborder que d'un point de vue évanescent, comme étant le cadre qui permet de créer la confiance et de révéler les richesses d'un territoire. C'est aussi garantir, à un moment donné, permettre aussi que chacun y retrouve son compte, son intérêt,
qu'il y a des règles qui soient partagées, des modes de fonctionnement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut encore figer les choses, mais voilà, rendre tout ça possible et le renforcer. Et donc, ça nous permet d'ouvrir cette question qui va nous permettre aussi de clôturer cette première phase de discussion avant d'aller de s'ouvrir vers les questions du chat. De poser la question oui, de l'accompagnement. On a beaucoup dit finalement qu'il y avait un changement de culture et de posture qui était à l'œuvre dans tout ça. Et donc, Charles, je voulais vous demander comment ça se traduit finalement en termes d'accompagnement. Et je vais me faire d'ailleurs l'écho aussi d'une question qui est remontée dans notre section Q&R, puisque une des personnes demandait est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'animer cette coopération? Est-ce que ça commence à continuer d'exister? Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'animer et finalement, quel est le rôle que cette personne va un petit peu adopter? Quelle attitude elle prend en tant qu'accompagnatrice, puisque je pense à une personne en particulier, de cette démarche? Alors oui, donc l'association a actuellement 3 salariés. Et d'ailleurs, l'une des salariées, Emmanuela, sa fiche de poste, c'est chargée de la coopération. C'est-à-dire que c'est elle qui, bon, pas elle toute seule évidemment, les autres salariés contribuent aussi à ça. Dans les autres salariés, c'est un ingénieur projet et une chargée de communication. Donc c'est Emanuela qui est en charge de cette préoccupation de la coopération, qui est en contact avec les partenaires, qui crée le lien, qui réfléchit aussi avec eux à la co-construction d'une structure pour laquelle pour le moment on a une idée qu'une structure doit exister. Alors, est-ce que ça va être une structure institutionnelle, quelque chose qui existe déjà avec un cadre administratif connu, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à inventer? Donc, tout ça, c'est en cours de réflexion et de construction, et donc c'est cette salariée en particulier qui a cette préoccupation. Euh, donc c'est surtout ça, c'est-à-dire euh, après ce qui est important, c'est que justement nous l'objet de notre coopération, c'est le territoire. Le thème, c'est le territoire, c'est-à-dire et le territoire, c'est un objet complexe aussi. Euh, on a essayé à un moment donné d'essayer de dénouer justement la complexité de ce qu'est le territoire à la fin, on a baissé les bras tellement ça avait des prolongements lointains. Et donc, on s'est dit, on va essayer de répondre aux besoins du territoire. Donc, il y a eu beaucoup de diagnostics territoriaux qui ont été faits après la tempête pour essayer de comprendre quels étaient les besoins des habitants les plus urgents. Et en fait, c'est très difficile d'arriver à le faire, on s'en est rendu compte, puisque parfois on peut imaginer c'est un territoire rural précaire, et on peut se dire, bon, ben, il faut essayer de réduire la précarité des habitants, qui, vu de l'extérieur, vu les caractéristiques socio-spatiales de la population, c'est clair qu'il va y avoir des besoins en emploi, en accompagnement, en soutien social. Et puis, en fait, c'est très délicat parce que, vu de l'extérieur, beaucoup d'habitants vivent avec très peu de choses. Mais quand on les interroge, ils se disent, bah, finalement, nous, bon, on a peu de choses, mais on a besoin de rien, quoi. Nous, ce dont on a besoin, c'est plutôt, encore une fois, de liens, de se retrouver, de discuter, de faire des choses ensemble. Mais après, au point de vue même économique et financier, on a besoin de rien. On vit d'échanges. On vit avec la solidarité entre nous. Il y a tout un réseau d'économie circulaire qui fonctionne bien. Il y a du troc et les gens s'en sortent comme ça, quoi. Apparemment, vu de l'extérieur, ont l'air heureux comme ça. Donc, quand on leur demande, mais tu as besoin de quoi? Ben, ils disent, ben, ouais, j'ai besoin de rencontrer des gens et de faire des choses avec eux. Donc c'est un peu ça. Donc il y a tout un travail d'appropriation
de cette culture et de cette particularité locale dont la coopération doit tenir compte. Finalement, c'est pas un schéma classique de l'économie sociale et solidaire où on fait un diagnostic, on essaye de produire quelque chose qui répond à un besoin qui n'est pas couvert. Et après, on analyse l'impact de cette production. C'est un peu différent. Là, c'est quelque chose qui est la coopération, c'est un peu dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qui va en sortir en fait. Quand des gens se réunissent et décident de faire des choses ensemble, c'est difficile de prévoir tellement c'est une alchimie qui est complexe. Et donc, un autre mot que j'associerais à la coopération et à l'accompagnement de la coopération, c'est vraiment c'est l'humilité. L'humilité, et puis il ne faut pas hésiter à arrêter quand on fait fausse route, et, euh, et puis à faire des retours en arrière. Enfin, c'est pour ça que c'est long et complexe aussi. Et ça demande quand même pas mal de ténacité à ceux qui décident de s'engager dans ce processus. Après, c'est vrai que quand on y arrive à monter des projets coopératifs, on s'aperçoit du levier que ça peut être pour le développement local. Et la synergie entre les gens, la co-construction, c'est vraiment quelque chose qui est finalement très efficace. L'intelligence collective, ça permet vraiment la coopération à l'intelligence collective de s'exprimer et de voir les choses sous plusieurs angles. Et c'est particulièrement efficace après en termes de développement territorial quand on adopte cette attitude. Alors, Marcella, du coup, Charles vient de pointer quelque chose d'assez intéressant. Je trouve sur le côté, bon voilà, la coopération, c'est le développement d'une attitude. C'est un changement de culture et c'est un changement de culture qui bouscule, y compris notre famille de l'économie sociale et solidaire. Hein. Ça a été, on sort un peu du schéma classique de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, je pense que du coup, sur cette question de comment on accompagne, comment on soutient, je voulais vous poser la question du point de vue financeur. Alors, comment, du coup, en tant que financeur, on va à la fois, du coup, soutenir des démarches de ce type-là, dont on vient de dire justement qu'elles sont un véritable changement culturel et qu'elles bousculent nos habitudes, y compris d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous-mêmes pensons avoir l'habitude de bousculer les habitudes d'autres acteurs, mais donc nous-mêmes on est bousculés dans nos propres repères. Donc voilà, comment en tant que financeur, finalement, vous arrivez à travailler ça. Et puis, je vais me faire l'écho aussi d'un certain nombre de questions qui sont remontées dans le Q&R parce que ça vient aussi questionner votre rôle de financeur. C'est finalement, au-delà du fait d'être financeur, quelle place vous prenez dans les projets que vous allez soutenir, justement? Est-ce que vous en considérez comme étant aussi partie prenante, partenaire à part entière? Alors ça fait plein de questions en une, mais ça permet de reprendre aussi des questions du Q&R. Je reviens sur cette question du changement de culture. Puisqu'on change un peu par rapport aux repères habituels de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez établi de nouveaux critères pour aller distinguer les projets que vous soutenez? Donc, je vais remettre mes questions dans l'ordre pour que ce soit plus facile. Donc, comment vous traitez ce changement de culture par rapport aux habitudes d'économie sociale et solidaire, voilà, en tant que financeur? En quoi ça vous conduit peut-être à aller chercher des nouveaux critères? Et en quoi ça redéfinit un petit peu aussi votre rôle, peut-être d'être plus impliqué du coup dans les projets que vous soutenez? Très bien. Alors oui, ça change notre posture, ça c'est sûr. Enfin, ça change celle de tous les acteurs de la coopération, mais la nôtre en tant que financeur, ça c'est sûr. Alors il y a un mot que j'ai bien aimé dans l'intervention de Charles, c'est l'humilité. Je pense que nous, il faut qu'en tant que financeur, on arrive avec beaucoup d'humilité. On est un acteur parmi d'autres, pour répondre à une question de Marion, je crois. On est un acteur parmi d'autres et on doit être au même niveau que les autres. Par contre, on apporte des choses différentes des autres acteurs, mais chacun apporte ou reçoit quelque chose. Ça, il faut en être conscient. Euh,
Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, on se l'est dit tout à l'heure, hein, cette position de tiers de confiance. En tant que fondation, on est un acteur de l'intérêt général et moi, ça, j'y tiens. On peut aussi garantir cette position, on va dire, alors neutralité, personne n'est neutre, mais en fait d'équilibre des pouvoirs peut-être. Alors moi j'ai un exemple, hein, on a accompagné, alors il y a quelques années, on a accompagné une coopération entre des acteurs de l'alimentation durable dans le Grand Est. Parce que ça s'est donné qu'on les avait réunis pour un événement et qu'ils voulaient travailler entre eux et on s'est dit oh, bah, tiens on va animer ça et on va voir ce qu'il en sort. On les a réunis, on a associé la collectivité territoriale, en fait, une communauté de communes. Et tant qu'on était présent dans cette coopération, on assurait en fait un certain équilibre des pouvoirs. À un moment, on en est sorti parce qu'on voilà, hein, notre quinquennat était fini et qu'on n'avait pas vocation à y rester ad vitam aeternam. Et on s'est rendu compte, puisqu'on continue à suivre, on va dire d'un peu plus loin, on s'est rendu compte que la relation entre la collectivité territoriale et les acteurs associatifs avait évolué dans cette coopération et que c'était redevenu une relation de donneur d'ordre à receveur d'ordre. Je caricature un peu, mais on va dire que c'est ça. Ce qui fait que oui, on peut avoir un rôle, celui d'équilibrer, je veux dire, les forces en jeu. Ça, c'est une chose. Autre rôle beaucoup plus opérationnel, c'est de se dire, nous c'est ce qu'on espère aussi, hein, c'est de se dire que de ces coopérations, il va sortir des projets opérationnels, en fait, des actions opérationnelles et qu'on va pouvoir soutenir. Donc, et on va pouvoir être à l'origine, avec les autres, à l'origine de ces actions. Hein, ça, on y croit. Hein, ça, c'est un nouveau positionnement du financeur. Hein. C'est peut-être sur qu'est-ce que ça transforme chez nous, se donner le droit à l'expérimentation en fait. Alors forcément, on travaille sur des questions d'innovation sociale. Nous aussi, il faut qu'on expérimente sur nos façons d'intervenir et lâcher un peu lâcher un peu la bride à l'expérimentation en se disant on a un cadre, alors on l'a dit, hein, il y a un cadre quand même, mais on a un cadre très large, en fait, qu'on va co-construire ensemble et on donne le droit à ce cadre d'évoluer. Voilà. Tout n'est pas défini en amont. C'est pour ça que je peux répondre à pas mal de questions, mais aujourd'hui, nous, on lance une expérimentation et je ne sais pas exactement ce qui en sortira. J'espère plein de choses, mais je ne sais pas exactement ce qui en sortira. Et alors ça, en matière de posture, c'est important, c'est parce que je vous le présente parce que c'est fait, mais c'est pas forcément évident non plus en interne. Hein. Nous, on a enfin, en tant que fondation, on a des décideurs qui sont nos élus, conseil d'administration, on a des commissions dans les régions, et alors certains sont très embarqués et d'autres nous disent, mais comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va, alors avec quelque chose d'aussi flou, comment on va soutenir quelque chose d'aussi flou sur un temps long? Est-ce qu'il ne faut pas toutes les années revenir, reprendre une décision? Voilà. C'est quand même des questions en interne en tant que financeur qui se posent en fait. C'est pas si simple que ça de se dire on va aller sur des choses beaucoup moins cadrées. Cadrées au départ, mais accompagnées quand même. Autre chose en tant que financeur, ce qui est important, c'est de se dire, nous, on ne veut pas être les seuls financeurs non plus dans ces coopérations. On veut l'ouvrir à d'autres parce que, alors déjà parce qu'on trouve que c'est toujours plus pertinent, intéressant avec des complémentarités, mais aussi parce qu'on ne restera pas dans toutes ces coopérations ad vitam aeternam, ne serait-ce que parce qu'on fonctionne, comme je vous l'avais dit, par période de 5 ans, c'est la loi. Il se pourrait que dans 5 ans, on fasse autre chose, il se pourrait qu'on reste dans ces coopérations, ça je ne sais pas. D'où le fait de se dire, c'est important aussi, nous en tant que financeurs, d'aller chercher d'autres financeurs. Ça peut être aussi notre rôle à nous, c'est de se dire comment est-ce qu'on va chercher d'autres financeurs pour compléter, qu'ils soient locaux, nationaux, en fait, et autres. Voilà, en tout cas, oui, en tant que financeur, c'est un changement de mentalité. Alors, où on travaillait déjà hein, en partenariat avec les structures qu'on accompagne. On n'est pas un donneur d'ordre des associations avec lesquelles on travaille. On se met vraiment à leur service. Mais là, on franchit un cap encore plus important. Merci pour ces partages. Alors, on s'est efforcé d'intégrer comme déjà quelques questions du QNR dans les questions posées là au fil de notre discussion. Peut-être dans les 5 minutes qui nous restent avant d'aller vers la conclusion, je vais reprendre une ou deux questions
qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'aborder. Je vais commencer par une question qui vient d'émerger, du coup, qui vous est adressée, Marcella, sur, vous avez évoqué, du coup, l'importance de ce travail additionnel, hein, qui est celui de la coopération en tant que telle, justement. Comment est-ce que vous prenez en compte cette nécessité de financer la partie animation de la coopération? Et je vais la relier à une autre question aussi qui était remontée sur comment aussi on va prendre en charge la participation de chacune des structures. C'est-à-dire que finalement, ce travail de coopération, bon, il est porté par ceux qui ont l'ingénierie et le rôle d'animation, mais aussi finalement chaque structure qui y participe contribue à ce travail-là. Donc comment est-ce qu'on arrive à prendre en charge ça? Alors justement, si on parle financièrement, en fait, on a prévu un montant par coopération qui permet de travailler sur ce qu'on appelle l'ingénierie de la coopération. Tout ça étant très très vague aujourd'hui, hein, et à nous, c'est aux acteurs de la coopération de décider l'organisation de la répartition de ce budget, en fait. Est-ce que, ils considèrent que c'est à l'animateur de la coopération qui va faire une grande partie du travail de recevoir le financement? Est-ce que c'est l'animateur, enfin animateur, animatrice et les membres de la coopération qui vont être défrayés en fait pour participer à ces activités? Pour nous, c'est important qu'ils le définissent eux. C'est pas à nous de le définir en fait. C'est à eux de le définir puisque c'est eux qui connaissent leurs besoins, leur fonctionnement, enfin ce qu'ils souhaitent faire. Donc c'est aussi un objet de coopération que de définir l'utilisation de la somme qu'on va mettre et qu'on s'engage à mettre jusqu'à la fin 2028. Voilà. Charles, je vais me faire l'écho de deux questions. Une question, du coup, d'abord sur le statut de Remontons-la-Roya. Donc, je crois que je sais, enfin, vous avez dû le mentionner que c'est une association. Est-ce que vous pouvez revenir, du coup, sur le statut du collectif Remontons-la-Roya? Et autre question, quelle place des pouvoirs publics dans les démarches? Quel lien vous entretenez, notamment avec les collectivités dans cette coopération territoriale? Oui, ben justement, les deux questions se rejoignent. Et Remontons la Roya, c'est une association collégiale avec un conseil d'administration de 25 membres qui, chaque année, élisent des délégués pour gérer les affaires courantes. C'est vrai qu'on ne va pas se réunir à 24 à chaque fois qu'il y a une décision à prendre. Les délégués sont élus pour un an. Là, on y est 7. J'en fais partie. Et en fait, dans le conseil d'administration sont représentées des personnes morales d'autres associations ou structures ESS de la Roya, mais également, parmi les personnes morales, il y a toutes les mairies de la vallée. C'est-à-dire que en conseil municipal, enfin, on avait demandé aux élus locaux d'entrer dans le conseil d'administration. Donc ça a été un peu long à obtenir parce que bon, ils se posaient la question, mais pourquoi? Et finalement, au bout d'un an et demi, toutes les communes sont représentées par des conseillers municipaux au sein du CA de Remontons-la-Roya. Ça fait donc il y a 5 communes, donc 5 représentants. Après. Oui, bah, comme nous, on travaille, notre objet, c'est le territoire, évidemment. L'objectif de faire entrer les collectivités locales dans l'association, c'est parce que notre objet pouvait donner l'impression de piétiner les plates-bandes des élus, chose qu'ils n'auraient certainement pas appréciée. Donc là, ils sont dedans. Ils sont embarqués et comme ça, ils sont au courant de ce qu'on fait. Ils peuvent donner leur avis et puis aussi nous informer Souvent, les élus connaissent à fond le territoire, les habitants et c'est important de les avoir avec nous. Voilà, ça fonctionne pas mal. Après, juste une remarque, souvent dans un CA d'association, les élus sont un peu en position de faiblesse en fait. Ils osent pas trop prendre la parole, ils n'ont pas beaucoup de temps pour suivre les activités. Bon, ils comprennent pas trop non plus le rôle de l'association, l'économie sociale et solidaire, ils découvrent ce que c'est. En revanche, l'intérêt général, ça oui, ils comprennent ce que c'est. Mais, euh, mais pour eux, tout ça, souvent, ce sont des questions complexes qu'ils ne maîtrisent pas et ils viennent volontiers parce que ça leur apprend aussi. Ils apprennent.
à réfléchir autrement et à se rendre compte, parce que la Royale milieu associatif a toujours été un contre-pouvoir. C'est la vallée de Cédric Héroux. Donc les associations avec les élus ne font pas toujours très bon ménage. Et c'est important aussi d'établir ce dialogue avec les élus locaux pour aussi essayer d'établir la confiance. Merci pour cet élément de réponse. Alors, une toute dernière question, elle va être très rapide en une minute, même si le sujet est très complexe. Il y a une question qui venait sur la question du renouvellement de l'approche de l'impact et de l'évaluation. Bon, on a dit voilà qu'on bousculait un peu la culture de l'économie sociale et solidaire. Donc, comment est-ce qu'on vient renouveler tout ça? De l'échange qu'on a eu un petit peu en amont, je peux dire déjà, et je vous laisserai compléter très rapidement, mais que voilà, il y a un renouvellement peut-être possible effectivement de ces questions d'évaluation, puisque derrière l'enjeu, c'est de réussir à construire l'évaluation un peu de façon partagée, enfin d'impliquer aussi l'ensemble des parties prenantes dans la construction de l'évaluation, et puis d'aller travailler la mesure de la qualité, enfin de la coopération en tant que telle, en fait, d'intégrer autre chose qui ne soit pas que le résultat dans cette évaluation. Est-ce que d'un mot, vous avez un ajout à faire à ce que je viens de dire? Ouais. Moi, enfin, l'évaluation d'un dispositif social ou environnemental, en fait, souvent, on a tendance à mener ce projet en fonction de l'outil d'évaluation auquel il va être soumis à la fin, quoi. La coopération, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse faire comme ça. Parce que quand comme c'est co-construit par plusieurs personnes et que chacun met sa pierre à l'édifice, le résultat en sortie est difficilement évaluable par une grille préétablie en termes chiffrés ou statistiques. Donc, bien sûr, il faut avoir une réflexion là-dessus, parce que, bon, je comprends que les financeurs veulent avoir une mesure d'impact de leur financement, mais là, la question reste ouverte, quoi. Comment mesurer l'impact d'une coopération? C'est ardu, hein, parce que on part d'un point prévu avec un projet et puis en sortie, peut-être on arrive à quelque chose de complètement différent et inattendu, mais qui satisfait les gens qui ont monté ce projet ou entamé cette démarche. Marcella, d'un mot sur cette question. Peut-être, oui, pour compléter, en fait, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, nous, celle de l'évaluation d'impact des coopérations. Et là-dessus, justement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait expérimenter aussi. Expérimenter justement l'évaluation de la coopération en tant que telle, pas forcément des projets. Et se dire, il y a peut-être des nouveaux positionnements à tenir. Et ça, on veut le construire, en l'occurrence avec le labo de l'ESS avec qui on travaille justement. C'est pour ça qu'on veut être accompagné. Mais on ne veut pas imposer on va dire des rendus, des rapports en plus aux associations qu'on accompagne. On veut vraiment travailler avec elles et que ça les sert. Voilà. Bah, merci pour ça. On a presque un thème d'un prochain webinaire. Je sais que la Fondation de France réfléchit aussi beaucoup à ces questions et puis d'autres acteurs. Donc, une suggestion. Bah, écoutez, merci pour vos interventions. Dans votre conclusion, quelques mots-clés autour de cette notion de coopération. On a pu voir que c'était une approche empirique, que c'était un travail, que c'était un cadre de développement vraiment qui va faire émerger des réponses durables, des réponses solides, robustes, pourrait-on dire, qui est des réponses qui viennent prendre en compte la complexité des contextes où ces coopérations se situent, et elles y parviennent parce qu'elles sont des richesses en elles-mêmes, parce que justement elles reposent sur le fait de cultiver des liens, de cultiver de l'interconnaissance dans tous les sens du terme, l'interconnaissance. Et c'est donc ce qui fait la force de ces coopérations, c'est ce qui fait qu'elles sont des leviers pour travailler dans des contextes fragiles et complexes. Et j'ai envie de dire malheureusement à quel point on est tous en ce moment dans des contextes fragiles et complexes. Donc plus que jamais, on vient, je crois, je l'espère, de rappeler la nécessité de soutenir ces coopérations. Et j'espère qu'on a réussi à en donner à voir aussi un petit peu la richesse et la force. Donc un grand merci Charles, un grand merci Marcella, un grand merci à toute l'équipe Cœur Racine pour la programmation de ces webinaires.
Merci aussi à Amélia Chahine, donc, que j'ai mentionné encore au début, mais pour tout le travail de préparation, de nous avoir rassemblés, de nous avoir fait travailler ensemble, de nous avoir permis de coopérer pour vivre ce webinaire. Et juste quelques mots pour vous inviter à suivre, si vous continuez, vous souhaitez prolonger la réflexion sur ces sujets, à suivre la page LinkedIn de l'initiative Racine. Vous serez tenu au courant de toutes les actualités et notamment des prochains webinaires. Vous pouvez, on l'a mentionné au début, signer l'appel pour une transformation des pratiques philanthropiques et puis quelques partages rapides d'actualités des personnes présentes autour de cette table virtuelle. Donc au niveau de la fonda, j'ai dit on a quelques ressources mais qui vous seront partagées, mais notamment sur les questions de méthode du faire ensemble, et puis il y a aussi du coup, des propositions de formation sur ces sujets. Au niveau de la Fondation Massive, vous organisez le 24 novembre un colloque sur la transition écologique juste. Et au niveau de la Roya, déjà, vous pouvez aller visiter la vallée de la Roya. C'est un territoire qui recèle énormément de richesses. Et dans les événements à venir, vous avez le 19 octobre la fête de la brebis brigasque. Et la semaine prochaine aussi, une journée sur les tiers-lieux qui sera organisée. Et vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter de Remontons la Roya si vous souhaitez en savoir plus. Merci encore à toutes et à tous. Et puis à bientôt dans de prochains cadres de coopération ou de prochains cadres d'échange. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.